Bonjour à tous, petite présentation du TD3 et TP3 associés en biologie végétale 1 pour parler en fait de l'organisation de la fleur, donc de l'analyse florale, qui vient accompagner votre poly de glossaire qui présente du coup les termes de vocabulaire associés à la description d'une fleur et un petit poly dans lequel vous retrouverez l'essentiel des images que vous allez avoir ici sur cette présentation. Donc déjà, qu'est-ce qu'une fleur? On rappelle que au niveau de l'appareil reproducteur, on a deux grandes stratégies. D'un côté, les cryptogames qui présentent un appareil reproducteur discret, et d'un autre côté, les phanérogames qui, eux, vont mettre du coup en place un appareil reproducteur bien plus visible. De ce fait, on va avoir finalement deux structures de dissémination qui seront différentes. Chez les cryptogames, comme par exemple la fougère, ce sera la spore qui sera la l'unité de dissémination et qui permettra à la plante de coloniser son milieu. Et chez les phanérogames, comme les gymnospermes ou les angiospermes, on aura une autre structure de dissémination qui est la graine et qui provient du coup de la transformation de la fleur en fruit et notamment donc de l'ovule qui contiendra l'embryon qui permettra ensuite de coloniser un nouveau milieu. Donc la graine, finalement, c'est une structure propre aux phanérogame et d'un point de vue classification, on appartiendra donc au groupe des spermatophytes ou spermaphytes, à savoir du coup les plantes à graines, dont font partie les angiospermes qui seront étudiés en TP. Donc pour parler des angiospermes, on va d'abord rappeler donc la structure de leur appareil reproducteur, et l'appareil reproducteur, c'est la fleur. Donc vous avez ici un schéma qui présente l'organisation des pièces florales. On peut noter déjà qu'il existe deux grands types de pièces. Des pièces stériles qui n'ont pas de rôle dans la production des gamètes et des cellules reproductrices, et des pièces fertiles, du coup, pardon, qui, elles, jouent un rôle donc dans la production des grains de pollen et des ovules, et qui vont contenir à l'intérieur les gamètes qui pourront faire la fécondation. Si on commence par les pièces du coup stériles, on va retrouver de l'extérieur vers l'intérieur d'abord des pièces qui sont généralement vertes, qu'on appelle du coup les sépales, qui sont ici en figure numéro 7 et qu'on retrouve ici sur le schéma de votre poly. Donc les sépales, ce sont des petites pièces généralement vertes, généralement chlorophylliennes, mais qui n'ont pas vraiment un rôle dans la photosynthèse, qui sont plus des pièces du coup externes de l'appareil reproducteur qu'est la fleur. Vers l'intérieur, donc à l'intérieur des sépales, on va retrouver un autre type de pièces qui sont les pétales. On dit un pétale et un sépale, ce sont des noms masculins d'ailleurs. Pétales qui sont ici en 1 sur le schéma de gauche et qui se retrouvent ici sur votre deuxième schéma. Ces sépales et ces pétales, la plupart du temps, ils sont plusieurs au sein d'une fleur et ils vont former du coup un ensemble de pièces. L'ensemble des sépales, c'est ce que l'on va appeler le calice, qui serait ici en 8, et l'ensemble des pétales va constituer ce que l'on appelle la corolle. Voilà pour les pièces stériles. Pour les pièces fertiles, on va trouver d'abord des pièces mâles qui sont les étamines. Étamines qui seraient ici du coup la légende numéro 12. Ces étamines, elles sont en deux parties. On a d'abord les anthères qui apparaissent ici en 10, qui sont la partie productrice des grains de pollen en 9. Et on a le filet, ici en 11, filet qui est en fait simplement la partie de l'étamine qui vient porter les anthères. Donc ça, c'est pour la partie mâle, les pièces reproductrices mâles. On a ensuite, du coup, les pièces femelles qui seront réunies au centre de la fleur. Ces pièces femelles, on appelle ça généralement des carpelles. C'est le terme au sens strict qui désigne, on va dire, la pièce femelle d'une fleur. Mais l'ensemble des carpelles, lorsqu'ils sont réunis, vont former un terme plus commun qu'on appelle le pistil. Si je prends du coup un carpelle, généralement, c'est constitué de trois parties. Le stigmate, qui est la partie la plus au sommet et qui a pour rôle de recevoir les grains de pollen. Le style, qui forme un tube à partir du stigmate, qui va rejoindre une partie renflée qu'on va appeler l'ovaire. Donc, stigmate, style et ovaire forment une pièce femelle
que l'on appelle le carpel, qui serait ici la légende numéro 6. Ok. Voilà du coup pour les différentes pièces qui constituent la fleur. Ces pièces sont portées par un petit renflement qu'on appelle le pédoncule floral. Pédoncule floral qui serait ici en 15, avec sa partie renflée qui est le réceptacle qui porte du coup les différentes pièces. Attention, du coup, le pédoncule n'est pas la tige. Le pédoncule, c'est simplement la partie de la fleur qui vient se rattacher à la tige de notre plante. Donc, avant de rentrer donc, dans le détail des variétés qui existent au niveau de la fleur, on peut déjà s'interroger sur les types de fleurs portées par les différentes plantes. Il existe en fait 3 grandes familles d'organisation des fleurs sur les plantes des angiospermes. Première possibilité, la plus commune que l'on voit ici en A, c'est quand, en gros, la fleur sera à la fois et va porter à la fois des pièces mâles et des pièces femelles, comme on l'a vu dans la diapo précédente. Donc cette organisation où une seule fleur porte des pièces mâles et des pièces femelles, on appelle ça une plante hermaphrodite. Donc en A, c'est l'organisation hermaphrodite qui est la plus commune au niveau des angiospermes. Mais il existe aussi d'autres organisations. Si on prend la plante B, on voit que cette plante B possède en fait 2 types de fleurs réunis sur un seul et même plan. On a des pièces femelles ici, donc des fleurs avec uniquement les pièces femelles, donc uniquement des carpelles par exemple, et un autre type de fleurs qui ne portent que des pièces mâles, comme les étamines. Donc ici, les fleurs sont à sexes séparés, mais sont quand même portées sur un seul et même pied. Cette structure, on appelle ça du coup une plante monoïque. Elle porte du coup des fleurs mâles et femelles sur un même pied. Mais il existe une dernière organisation, en C. C'est l'organisation où finalement on se retrouve avec à la fois des pièces femelles sur un seul plan. Donc ici, ce plan ne porte que des fleurs femelles avec uniquement des carpelles. Et un autre plan qui porte que des fleurs mâles. Donc finalement, ces 2 plants sont à sexes séparés. Et cette organisation, on appelle ça des plantes dioïques, puisqu'il y a 2 sexes sur 2 plants différents. On appelle ça les fleurs dioïques. Ensuite, ces fleurs, elles sont rarement seules sur une plante. Il existe des plantes qui n'ont en fait qu'une seule fleur, comme par exemple le coquelicot ou la tulipe, où là on a une seule fleur par plant. Mais la plupart du temps, ces fleurs, elles sont regroupées ensemble dans une structure plus grande qu'on va appeler ainsi une inflorescence. Donc les types d'inflorescence ne sont pas à connaître pour la biologie végétale 1, mais on a en fait plusieurs organisations possibles avec différents types d'organisations pour les fleurs et différents types de positions. Donc on va retenir simplement qu'un ensemble de fleurs portées sur une plante, c'est ce qu'on appelle une inflorescence. Ensuite, si on regarde l'organisation de la fleur, on peut se retrouver avec différents types de configurations. Selon en fait la position des pièces au niveau du pédoncule floral, on va se retrouver avec 2 grands types d'organisation. Soit vos fleurs et vos pièces sont disposées en spirale sur le réceptacle floral, comme ici, en A. Par exemple, si on regarde les pétales d'une rose, on verrait que les pétales en fait sont enroulés les uns autour des autres, vous voyez, je me trompe aussi, on dit un pétale. Donc ces pétales sont entourés les uns autour des autres en formant une spirale. On appelle ça du coup une fleur spiralée. Mais on peut aussi avoir une autre organisation, souvent plus commune d'ailleurs, où finalement on se retrouve avec des cercles successifs de pièces. Des sépales sur un cercle externe, puis les pétales, puis les étamines, et enfin le pistil qui sera en position centrale. Cette organisation avec des cercles concentriques, on appelle ça une fleur verticillée. Et ensuite, en plus de la position, on va dire, de ces pièces et de la forme que prennent leur implantation, on va distinguer 2 grands types de fleurs selon la symétrie des pièces entre elles. Sur ce schéma de gauche, ici, on voit une fleur qui possède plusieurs axes de symétrie. Si je tourne la fleur autour de son pédoncule, je retrouve finalement la même organisation et elle a donc plusieurs axes de symétrie.
Cette fleur polysymétrique, on appelle ça une fleur actinomorphe. Et il existe un autre type d'organisation où finalement la fleur va avoir une symétrie bilatérale et la partie gauche sera en fait le miroir de la partie droite. Et dans ce cas, on a un seul axe de symétrie. Si je retourne ma fleur ici de 180 degrés, je verrai qu'elle n'a plus la même organisation. Donc cette fleur n'a qu'un seul axe de symétrie. La symétrie est bilatérale et on va appeler ça une fleur zygomorphe. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la diversité qui existe au niveau des pièces de la fleur, en commençant par les pièces externes, pour ensuite aller vers les pièces internes. Donc on va parler d'abord de ce qu'on appelle le périanthe. Alors le périanthe, c'est l'ensemble des pièces stériles de la fleur. Donc l'ensemble, si vous voulez, des sépales et des pétales, c'est le calice et la corolle réunis, le périanthe. Donc on l'a dit, hein, les pièces à l'extérieur sont les sépales, l'ensemble forme le calice, les pièces plus internes forment les pétales et l'ensemble s'appelle la corolle. Là, on va pouvoir distinguer deux grands types d'organisation. En fait, on va vérifier si les pièces sont soudées ou sont libres entre elles. Si on prend la fleur de géranium que vous avez ici en haut à gauche, si je regarde du coup les sépales, qui sont ici ces petites languettes vertes, je vois qu'elles sont séparées les unes des autres. Si je repasse ici rapidement mes sépales avec des traits verts, je vois que si je tire sur un sépale, les autres, les quatre autres ici, vont rester en position. Ces pièces sont donc libres entre elles, et on va appeler ça par exemple ici un calice dialysépale. D'accord? Donc là ici les sépales sont libres, c'est un calice dialysépale dans le cadre du géranium. Si je prends juste à droite la fleur ici de liseron, eh bien je regarde mes pétales. Les sépales sont en fait derrière, on ne les voit pas sur cette photo. Et je vois que mes sépales là sont soudés entre eux. Mes pétales, pardon, sont soudés entre eux. Et si je tire finalement sur un pétale, je vais en fait arracher l'ensemble de la corolle. Donc ces pièces ici sont soudées et par exemple ici, ces pétales soudés vont former une corolle dite gamopétale. Donc dialy, c'est pour ce qui est séparé, gamo, c'est pour ce qui est soudé. Et on a donc plusieurs types d'organisation. Une fleur à sépales soudés, ça sera un calice gamosépale. À sépales libres, comme pour le géranium, c'est un calice dialysépale. Quand les pétales sont soudés, comme ici pour le liseron, on parle d'une corolle gamopétale. Et si les pétales sont libres, comme pour le géranium, ici, eh bien les pétales, on va appeler ça du coup une corolle dialypétale. Enfin, pour le périanthe, on peut avoir aussi une petite particularité, comme sur cette fleur de narcisse qui est en bas à gauche, où ici, en fait, on ne voit pas de distinction entre les sépales et les pétales. Si je retourne la fleur, en fait, on ne verrait pas ces petites languettes vertes. En fait, l'équivalent des sépales, ce sont les pièces ici qui seraient les plus externes. Donc, par exemple, celle que je marque d'une croix orange ici, ce serait l'équivalent de mes sépales. Sauf que si je les regarde, je ne vois pas de distinction entre les sépales marqués d'une croix orange et les pétales, par exemple, que je marquerais ici d'une croix en bleu. En fait, les pièces sont identiques. Donc, dans ces cas-là, on dit que les sépales et les pétales sont identiques et on va parler plutôt de tépales. Donc, le terme de tépale désigne des pièces sépales et pétales identiques. Et dans ce cas, on donne un petit nom particulier à cette structure. On appelle ça un périgone, puisque l'ensemble des tépales ne peut pas être distingué. On va dire, on ne voit pas de différence entre les pétales et les sépales. Donc, le périanthe va former ce qu'on appelle le périgone. Maintenant, si on s'intéresse à l'androcée de la fleur, donc la partie productrice mâle, l'androcée, c'est tout simplement l'ensemble des étamines. Donc, comme la corolle était l'ensemble des pétales, l'androcée, c'est l'ensemble des étamines. Là, on peut se retrouver du coup ici avec plusieurs situations. La plupart du temps, les étamines sont toutes identiques entre elles et on va avoir exactement les mêmes étamines. On va dire que l'androcée, dans ce cas, est isostémone. Iso signifiant les mêmes, stémone, étamine. Mais parfois, on se retrouve avec des étamines légèrement différentes. Par exemple, dans leur taille. Il arrive que les étamines aient des tailles différentes avec des grandes étamines et des petites étamines. Dans ce cas, on va dire que l'androcée est hétérostémone,
puisque les étamines sont différentes. Ensuite, là aussi, on peut se retrouver avec des soudures. La plupart du temps, lorsque vous regardez une fleur, les étamines sont libres entre elles. Si j'arrache une étamine, elle viendra seule. Et la plupart du temps, l'androcée va être considérée comme une androcée dialystémone. Dialy, on retrouve ce terme qui signifie séparé. Donc, étamine séparée, dialystémone. Mais parfois, on va avoir des soudures. On pourrait avoir, par exemple, des étamines qui sont soudées au pétale. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, si je tire sur un pétale et si j'arrache un pétale de ma fleur, eh bien, une étamine va venir avec parce que l'étamine est attachée à ce pétale. Dans ce cas, on va dire que les étamines sont épipétales. Un autre cas de soudure qu'on peut rencontrer, c'est les étamines soudées entre elles. Par exemple, sur cette fleur à droite, on voit que les étamines forment une seule et même pièce d'une certaine manière, elles sont réunies entre elles. Ce qui apparaît ici comme un peu dufteux, un peu granuleux en surface, ce sont en fait les anthères des étamines. Et si je regarde à la base, je vois que ça forme une seule et même structure, une espèce de tube. Donc ici, les étamines sont soudées par leur filet, et on va dire que l'androcée est gamostémone, étamine soudée. Pour les parties femelles, là aussi, on va se retrouver avec une grande diversité. Donc on l'a dit, le gynécée, c'est l'ensemble des pièces femelles, donc l'ensemble des carpelles. Et là, on va se retrouver en fait avec deux possibilités. Alors, si le carpel est unique, s'il y a en fait un seul carpel, comme ici dans la situation A, on retrouve un seul carpel avec son stigmate, son style et son ovaire. Là, on a un carpel unique. Mais il arrive souvent que les carpels fusionnent entre eux, comme ici dans la situation B, où là, je vois par exemple deux carpels qui sont réunis. On voit en fait un seul et même ovaire, mais à l'intérieur, j'ai bien deux loges ovariennes, avec du coup deux pièces. Et le style et le stigmate sont ici communs aux deux carpels. Donc quand on a comme ça une soudure de carpels, c'est là qu'on a tendance à parler de pistil. Mais ce n'est pas toujours le cas, il existe des fleurs pour lesquelles les carpels restent bien distincts les uns des autres, comme ici la situation C. Ensuite, si je m'intéresse à un carpel, alors vous avez dû voir en cours qu'un carpel, en fait, c'est une modification de la sporophylle particulière. Mais les carpels, lorsqu'ils vont se réunir entre eux, ils vont du coup porter les ovules qui contiennent les gamètes femelles. Donc les ovules sont les structures qui vont produire les gamètes femelles. Donc cette structure qui va porter les ovules, c'est ce qu'on va appeler le placenta. Donc le placenta, c'est une partie de l'ovaire au niveau du carpel de la plante. Et ces ovules vont généralement se retrouver au niveau d'une cavité qu'on va appeler la loge ovarienne. Et là, on va se retrouver avec différentes possibilités. On le voit déjà sur le schéma du dessous. Ici, j'ai une première possibilité où je me retrouve avec trois carpels réunis entre eux, avec du coup trois loges différentes. Et dans ce cas, mon placenta est une structure commune qui serait ici au centre de l'ovaire, avec ces trois loges ovariennes portant du coup à chaque fois des ovules. Mais sur la situation de droite, on a toujours trois carpels, sauf qu'ils ne sont pas soudés de la même manière. Ici, par exemple, le placenta se retrouve en position, on va dire, plutôt périphérique, et je me retrouve finalement avec trois placentas qui portent chacun leurs ovules dans une seule et même loge. Donc, dans ces situations, on va dire que les placentations sont différentes, puisque mes placentas ne sont pas aux mêmes positions, et donc le nombre de loges ovariennes n'est pas le même. Alors, on va zoomer là-dessus. Il existe donc en fait trois grands types de placentation. La première, qui était en fait la situation B dans ma diapo précédente, ici, on a donc trois placentas en position pariétale, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de la paroi de l'ovaire, et on a une seule et même loge ovarienne en position centrale. Donc cette placentation, ici en 1, c'est ce qu'on appelle la placentation pariétale. Donc les placentas sont dans la paroi de l'ovaire. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est pariétale.
Si je regarde une coupe longitudinale en dessous, je retrouve bien mon unique loge ovarienne et tous mes ovules sont portés par la paroi de l'ovaire. Donc ici, on a représenté les ovules que sur la partie gauche, mais il faudrait imaginer exactement la même chose sur la partie droite. En situation B, ici, on a une petite variation. On voit ici que le placenta est central et donc les loges ovariennes sont distinctes. Donc là, j'ai un placenta central avec 3 loges ovariennes différentes, séparées du coup par des cloisons placentaires ou cloisons ovariennes. Donc cette cloison intercarpellaire, cloison ovarienne, délimite différentes loges, mais mon placentation est au centre. Quand on a du coup ces cloisons qui séparent différentes loges ovariennes, on va dire que la placentation est taxile, avec un seul L. Donc les placentas se rejoignent au centre de l'ovaire et les loges sont séparées par des cloisons. En coupe, j'aurai donc plusieurs cloisons. Ici, il y a une seule cloison qui a été représentée, mais il faudrait imaginer qu'il y a d'autres cloisons sur la partie gauche de mon schéma. Et il existe une petite variation autour de cette placentation qui serait, on va dire, proche de la placentation axile, mais pour laquelle les parois, les cloisons inter-ovariennes, ont disparu. Donc je n'ai plus de cloison carpellaire et je me retrouve en fait avec une seule et même loge ovarienne, mais toujours un placenta en position centrale. On voit mieux la différence, je trouve, sur les images C et D. On va prendre la C ici. Donc j'ai bien une seule loge ovarienne, mais mon placenta forme un pédoncule en position centrale. C'est un peu, on va dire, un mix entre la A et la B. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup la placentation centrale. Un petit exemple très concret de placentation centrale, c'est quand on ouvre un poivron. Quand vous coupez un poivron en deux, vous vous retrouvez avec une grosse structure blanchâtre au centre qui porte les graines. Et ça, c'est un vestige de la placentation centrale, puisque finalement, ce poivron n'est rien d'autre qu'un ovaire de fleurs de poivron qui a été transformé en fruit. Ensuite, alors ça, on ne pourrait pas le voir forcément en TP, ou du moins difficilement. Il faudrait peut-être prendre la loupe binoculaire ou voir des coupes en microscopie d'ovaires pour pouvoir les distinguer. Mais il existe aussi différents types de positions des ovules par rapport à leur placenta. On a 3 positions possibles. L'ovule orthotrope, c'est un ovule qui est positionné droit sur son placenta. Donc ici, on a différentes parties de l'ovule, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, l'ovule est en position droite, il est aligné avec son placenta et on parle d'un ovule orthotrope. Ensuite, certains ovules, dans certaines fleurs finalement, font une espèce de bascule à 90 degrés et on se retrouve avec un ovule couché qui sera du coup perpendiculaire à la position du placenta. Ça, c'est ce qu'on appelle un ovule campylotrophe. C'est la situation 2. Et pour certaines plantes, on se retrouve avec un ovule qui là a fait une rotation complète, on va dire, de 180 degrés. L'ouverture de l'ovule, qu'on appelle du coup le micropyle, se retrouve du coup vers le bas, côté placenta, et c'est ce qu'on appelle du coup un ovule anatrope. Donc là, c'est sur la position des ovules qu'on peut retrouver aussi une petite diversité. Et enfin, si on doit être complet par rapport aux pièces femelles, on a aussi une diversité quant à leur position par rapport au reste des pièces. Si je regarde la situation à gauche, ici, je retrouve du coup mes pièces femelles, le stigmate et l'ovaire, portés par le pédoncule floral avec le réceptacle. Si je m'intéresse aux autres pièces, et si je m'intéresse notamment aux sépales et aux pétales, je vois que les sépales et les pétales arrivent sous les carpelles. Donc le pistil est positionné au-dessus de mes sépales et de mes pétales. Comme ce pistil est au-dessus, on va dire que l'ovaire est super. Alors super, ça s'écrit ici, vous voyez, avec un accent et un E, c'est-à-dire qu'il est en position supérieure par rapport à la position, à l'implantation des pièces stériles. Donc là, on a un ovaire super. Si je prends la situation B ici au milieu, je vois que mon réceptacle floral
vient englober d'une certaine manière l'ovaire. Et si je regarde là encore la position des sépales et des pétales, eh ben, je remarque que ces sépales et ces pétales sont désormais positionnés et implantés au-dessus de mon ovaire. Ici, c'est bien l'ovaire qui sert de référence. Si je mets en pointillé orange la position des pièces stériles, je remarque que mon ovaire est situé en dessous de leur implantation. Bien entendu, le stigmate et le style, eux, peuvent se retrouver au-dessus. C'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est la position de l'ovaire. Et on voit que cet ovaire, du coup, il est inférieur à l'implantation des pièces stériles, et on va donc qualifier cet ovaire d'ovaire infère. Et pour un ovaire infère, on a deux possibilités. Soit il n'adhère pas au réceptacle floral, soit il adhère au réceptacle floral. Donc on parle d'ovaire infère non adhérent ou d'ovaire infère adhérent. Autre façon donc de désigner ces deux positions, cette fois c'est sur le vocabulaire associé aux fleurs. Pour un ovaire super, on va dire que la fleur est hypogyne. Donc hypogyne, ça veut dire en dessous, hypo, des parties femelles, gynos. D'accord? Donc une fleur à ovaire super, c'est une fleur hypogyne. Si on prend une fleur à ovaire infère non adhérent, on va dire qu'elle est périgyne. Voilà. Et si on prend une ovaire infère adhérent au réceptacle, on va dire que la fleur est épigyne. Épi au-dessus, gynos, les parties femelles. En fait, les pièces florales sont au-dessus des parties femelles. Alors, comment du coup analyser cette fleur? Maintenant qu'on a le vocabulaire adéquat, eh ben, on va pouvoir réaliser trois productions pour décrire l'organisation d'une fleur. La dissection, l'analyse et la formule florale. En TP, vous serez amené du coup à réaliser une dissection florale. Pour ceux qui ont fait la licence, la terminale S SVT, vous avez sans doute déjà dû faire une dissection florale en TP. On rappelle rapidement le principe. Le principe, ça sera toujours d'arracher du coup les pièces qui constituent notre fleur avec une pince depuis l'extérieur vers l'intérieur de la fleur. Donc on va essayer de prélever délicatement chacune des pièces en respectant bien la position des autres pièces par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire qu'avant de tout arracher, on prend le temps d'analyser la position des sépales, la position des pétales, des étamines et du pistil entre elles. D'accord ? Pour les pièces qui sont soudées, si jamais on a des soudures, on va légèrement, on peut s'aider de ciseaux fins, on peut légèrement du coup découper les pièces pour pouvoir ensuite les représenter. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on dissèque, on va devoir casser les soudures et il faudra en tenir compte pour la suite de nos productions. Ensuite, on va venir positionner les pièces sur un diagramme. Et là, on va avoir encore une fois plusieurs possibilités. Ce qu'on a ici sur la diapo, c'est l'exemple d'une fleur verticillée. C'est pour ça qu'on a fait des pièces avec des cercles concentriques. Et on vient positionner nos sépales, nos pétales, nos étamines sur les différents cercles. Reste à positionner du coup le pistil, donc les pièces femelles. Alors ici, sur cette dissection, on a mis le pistil entier avec le stigmate et l'ovaire en position centrale. On peut également faire une coupe transversale au niveau de l'ovaire. Donc cet ovaire, on va venir avec une lame de rasoir le couper transversalement, ce qui va nous donner accès en fait au nombre de carpelles et au type de placentation. On va ainsi pouvoir voir s'il s'agit d'une placentation axiale, centrale ou pariétale. Donc vous pourrez faire cette petite coupe transversale si l'ovaire est suffisamment gros et la positionner au centre de votre dissection afin d'observer le type de placentation. Donc une fois qu'on a fait cette dissection, on va pouvoir représenter les différentes pièces florales au niveau de ce que l'on appelle un diagramme floral. Donc le diagramme, c'est un schéma conventionnel qui indique la position et les relations qui existent entre les différentes pièces qui constituent notre fleur, comme si on l'avait représentée en coupe transversale. Donc chaque pièce va avoir finalement un petit figuré. Pour les pièces stériles, comme les sépales et les pétales, on va représenter ça selon des croissants. Alors croissant vide pour les sépales, croissant plein pour les pétales. Peut-être que vous pourrez trouver l'inverse dans différents polis ou différentes sources bibliographiques.
Le plus important étant d'utiliser, je pense, un figuré différent pour l'une ou l'autre des pièces. Si par exemple on a dans notre fleur des tépales, c'est-à-dire des sépales et des pétales non distinguables, eh ben, on va utiliser finalement le même figuré, tout plein ou tout vide, selon la situation. Ensuite, les étamines, on les représente généralement avec un petit b qui représente l'antère avec du coup son sens d'ouverture. C'est-à-dire que ici, par exemple, le sens d'ouverture se ferait dans ce sens-là. Pour les étamines, on peut normalement distinguer deux sens d'ouverture, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. On parle dans ce cas des termines extrorse ou introrse. Mais c'est simplement du coup la forme du B qui nous donne normalement ce sens d'ouverture. Pour la partie femelle, donc pour les ovaires, on va simplement représenter donc, le nombre de carpelles en indiquant donc, le nombre de loges et on va indiquer la placentation, ici par exemple sur ce schéma, ça serait du coup 2 carpelles avec une placentation axile puisque je vois ici la présence d'une cloison qui me sépare mes deux loges. D'accord ? Ensuite, le plus important, on va pouvoir représenter les éventuelles soudures qui existaient au niveau de notre fleur. Par exemple, ici, si je regarde les sépales, on voit qu'on a un espèce de petit pont qui relie chacun des sépales entre eux. Ça signifie que la fleur possédait des sépales soudés, et donc que le calice était gamosépale. De même, si je regarde ici, je vois qu'il y a un petit pont entre les pétales. Ça signifie donc que mes pétales étaient soudés entre eux, et donc que ma corolle était gamopétale. Ensuite, les étamines, je vais les faire en bleu, je vois un trait qui relie mon petit b qui représentait les anthères à mes pétales. Ça signifie donc que l'étamine était soudée aux pétales, et donc j'avais par exemple ici une androcée épipétale, puisqu'elles avaient des étamines soudées aux pétales. Voilà. Et ensuite donc le carpel qui vient en position centrale. Je ne parle pas de la bractée. La bractée, c'est normalement une petite languette verte qu'on retrouve à la base du pédoncule floral. Si jamais on la repère, on peut l'indiquer sur le diagramme. Sinon, on n'est pas obligé de la représenter si elle n'est pas présente. Alors, ensuite, on va pouvoir faire une dernière production qui sera du coup la formule florale. Donc la formule florale, c'est tout simplement une formule mathématique, on pourrait dire, qui indique le nombre de pièces, leur soudure et éventuellement leur position entre elles au sein d'une même structure. Donc cette formule, elle va commencer finalement par préciser la géométrie de la fleur. Sur le diagramme du dessus, je ne l'ai pas précisé, mais ma fleur est visiblement une fleur actinomorphe, puisque je me retrouve ici avec plusieurs axes de symétrie, donc c'est une fleur actinomorphe. Dans ma formule, je vais donc pouvoir commencer par indiquer cette symétrie en précisant O pour une fleur actinomorphe ou X pour une fleur zygomorphe. On peut également refaire une autre forme de représentation où pour une fleur actinomorphe, on fait un cercle avec un plus. Et pour une fleur zygomorphe, vous pouvez commencer votre formule par un cercle avec un X. Voilà. Ensuite viennent du coup les différentes pièces. Les pièces seront simplement indiquées par la première lettre qui indique leur nom. Donc S désignera sépale, P désignera pétale, T désignera tépale, E étamine et C carpelle. Ensuite, on va indiquer le nombre de chacune des pièces par un chiffre. Donc si j'ai 5 sépales, je vais pouvoir marquer 5S. Si j'ai 3 pétales, 3P, etc. Si jamais on a observé une différence dans le nombre ou dans la position des pièces, prenons un exemple, j'avais une androcée qui était hétérostémone, donc je rappelle avec différentes étamines. J'ai remarqué que j'avais du coup 7 étamines qui étaient petites et une très grande étamine qui sortait du lot. Ben, je peux écrire 7E plus 1E pour dire qu'il y avait en fait une étamine qui était différente des autres. Si j'ai des tépales qui sont dans différentes positions, je peux marquer 3T et 3T. D'accord, 3 tépales plus 3 tépales parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Ensuite, le plus important dans la formule sera du coup d'indiquer éventuellement les soudures. Et pour les soudures, on va pouvoir utiliser des parenthèses. Si je mets des parenthèses entre mes pièces, je vais donc indiquer que ces pièces étaient soudées.
Je peux même mettre des crochets si j'ai des sutures entre des pièces différentes qui appartiennent à des verticilles différents. On va regarder ça avec un exemple précis. On va prendre du coup le diagramme qui nous est présenté, on va essayer de le convertir en une formule florale. Donc, c'est une fleur actinomorphe, donc je vais commencer par un O. Ensuite, j'ai 5 sépales qui sont soudés entre eux. Donc, je vais écrire 5S et mettre du coup des parenthèses pour montrer qu'il y a une soudure entre les sépales. Ensuite, j'avais 5 pétales soudés entre eux. Donc, les parenthèses m'indiquent la soudure entre les pétales. Et les 5 étamines, elles, n'étaient pas soudées entre elles. Donc, je ne mets pas de parenthèse pour mes 5 étamines. Par contre, j'ai remarqué que mes 5 étamines étaient soudées aux pétales. Donc, je peux ici mettre un système de crochets qui m'indiquera qu'il y avait une soudure entre les 5 étamines et les 5 pétales. Enfin, mes 2 carpelles. Donc, j'ai remarqué grâce à ma coupe transversale d'ovaire qu'il y avait 2 carpelles constituant la fleur. Donc, je vais indiquer qu'ils étaient soudés entre eux, du coup. Donc, je vais bien mettre des parenthèses autour de mes 2 carpelles. Et alors là, je n'ai pas d'informations sur le diagramme et je n'ai pas la fleur sous les yeux, mais je vais du coup pouvoir préciser, avant de conclure sur ma formule florale, quelle était la position de l'ovaire. Si j'avais un ovaire super, donc positionné au-dessus de la zone d'implantation des sépales et des pétales, je vais mettre un trait. Ce trait, ça représente tout simplement la position de l'implantation des sépales et des pétales. Donc si mon ovaire était super, je vais mettre le trait en dessous. Si j'avais un ovaire impair, donc là je ne sais pas puisque je n'ai pas la fleur sous les yeux, mais si mon ovaire était impair, j'aurais mis le trait au-dessus de mes 2 carpelles pour indiquer leur position. Ça sera donc à vous de jouer. Vous savez maintenant comment décrire la fleur, vous avez le vocabulaire adéquat, vous avez vu comment réaliser la dissection, comment la présenter sous forme de diagramme, sous forme d'une formule, et il restera du coup à appliquer ça en fonction de la fleur que vous aurez à observer en TP.